Aujourd'hui, je suis très contente d'être parmi vous, d'être encore à Gueldir, la ville où j'ai passé pratiquement 3 dernières années, ici parmi aussi le syndicat des pharmaciens. Je vous souhaite la bienvenue et je vous félicite aussi. Pourquoi je vous félicite? Parce que vous êtes là parmi nous ce matin, vous prenez du temps sur votre week-end, du temps que vous pourrez passer à la pharmacie, du temps que vous pourrez passer avec vos enfants ou avec la famille, mais vous le faites parce que vous êtes conscient qu'il y a un besoin et qu'il y a une partie vraiment à combler par rapport à votre, on va dire, formation. Aujourd'hui, on a des pharmaciens, c'est vrai, mais des pharmaciens souvent par rapport aux formations qu'on a fait et que j'ai eu l'occasion d'animer, et puis le plaisir d'animer avec les groupes que j'ai eu cette année, puis l'année précédente, des pharmaciens qui sont un peu perturbés parce que c'est vrai que vous êtes d'abord, avant tout, des pharmaciens. Vous avez... C'est bon? Vous avez fait des études pendant plusieurs années. Vous avez eu un diplôme que vous avez mérité. Vous avez dû peut-être, pour certains d'entre vous, voyager, passer pas mal d'années à l'étranger, etc. Et bien en rentrant et en étant diplômé, vous avez dû certainement galérer pour trouver le bon local, où l'installer, etc. Et après, vous vous dites, je suis pharmacien, mais pourquoi j'ouvre ma pharmacie? Je suis pharmacien, oui, pour vendre des médicaments. Je suis pharmacien aussi pour conseiller. Je suis pharmacien aussi pour accompagner aussi les gens. Mais on a du mal entre les deux casquettes. La casquette pharmacien et la casquette du commercial, parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité, il faut l'avoir en face. On est là, on ouvre des pharmacies, il faut faire du chiffre d'affaires. Si on ne gagne pas d'argent, si on n'arrive pas à faire marcher l'affaire, ça ne sert à rien de garder en fait l'officine ouverte. Et du coup, il y a cet aspect qui est des fois perturbant. Et on va retrouver des gens qui vont nous dire « Non, moi je suis avant tout pharmacien, j'ai des principes, etc. » Et d'autres personnes qui vont dire « Non, moi avant tout je suis commercial, il faut que je fasse du chiffre d'affaires, etc. » Moi personnellement, l'idée et le défi, c'est de pouvoir accepter les deux casquettes. Et justement, il y en a qui vont appeler les personnes qui rentrent chez vous, c'est des clients, d'autres qui vont les appeler des patients. Moi je dis qu'il faut les appeler impérativement des patients clients. Et j'ai l'habitude d'imposer ce terme patient-client. Pourquoi? Pour se mettre en tête qu'on est obligé d'avoir les deux casquettes. Qu'on est obligé d'aborder les deux casquettes, on est pharmacien avant tout, mais on est là aussi pour faire du chiffre d'affaires et pour faire marcher aussi l'officine. Voilà. Donc avant d'aborder ce thème, c'est vrai qu'on va essayer de voir ça sur 1 heure, grand maximum. Moi, si ça dépendait que de moi, je me retiendrais toute la journée parce qu'il y a tellement de choses à dire, voire même plus, 2 ou 3 jours, il n'y a pas de souci. Donc l'idée, vous êtes là, c'est bien, il va falloir qu'on aborde plusieurs thèmes. Je serai là, il y a des collaborateurs encore plus compétents que moi sur d'autres thèmes qui vont aussi prendre la parole par la suite. Donc on va essayer d'aborder chaque thème sur une petite heure, mais le principe, c'est d'essayer d'en parler globalement. Et puis l'idée, c'est d'activer cette prise de conscience, que vous vous dites réellement, oui, je suis là, j'ai des compétences, j'ai étudié des années, je suis capable de faire mon travail, mais il faut accepter le fait que les temps changent et que les temps évoluent, enfin, les gens évoluent et qu'on est obligé d'évoluer avec. Et que si on ne se forme pas, si on ne se met pas à jour, ben, il va y avoir un moment où on va se sentir dépassé, tout simplement. Le seul exemple que je donne moi, c'est avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, que ce soit avec les plus jeunes, avec nos enfants ou qui que ce soit, et bien souvent, on a l'impression qu'on est un peu dépassé avec tout ce qui est smartphone, nouvelles applications, etc. À chaque fois, il y a de nouvelles choses. Donc, tant qu'on n'est pas à jour, il va y arriver un moment où on va se sentir dépassé. Et le fait que vous soyez là, moi, parmi les gens présents, c'est déjà pas mal et c'est un grand pas. Ça veut dire que vous êtes conscient du fait qu'il faut aller de l'avant et que vous êtes conscient qu'il faut vraiment apprendre des choses et que vous êtes conscient qu'il y a aussi une partie du volet économique à développer. Donc sans trop tarder, on va commencer cette partie par rapport aux techniques de vente adaptées à l'exercice officinal. Mais avant, moi je voudrais vous parler de la communication parce que c'est très important. Pas parce que c'est ma spécialité, mais parce que j'y accorde beaucoup d'importance. La communication à titre personnel et puis à titre professionnel. Et pourquoi on va aborder ce point? Parce que c'est la base, c'est le b.a.-ba. Si on ne communique pas avec les autres, ben, il y aura des soucis certainement. Si on ne communique pas avec notre équipe au niveau de l'officine, il y aura certainement des soucis. Et la base de tous les malentendus et tous les problèmes qui peuvent
arriver, c'est souvent des malentendus et des petits soucis de communication. Donc, si on veut donner juste une explication ou une présentation de la communication, on dirait que c'est une relation de cause à effet à travers une distance. Cause à effet à travers une distance. Je vais vous expliquer ça. L'exemple qu'on pourrait donner, par exemple, avec M. Salahuddin, moi je suis la personne A et Salahuddin est B. Donc je viens le matin, je rentre, je passe, je vois Salah de loin. Donc je suis A, je suis intéressée par Salah qui est B. Et pour moi, B est intéressant. Donc je le connais, je le vois de loin, je suis A intéressé et B, il est intéressant. Qu'est-ce que je fais quand je vois Salah? Je le connais. Première réaction, je me lève la main pour le saluer. Donc qu'est-ce que je fais? Une cause qui va causer quoi? Un effet auprès de Salah. Salah, une fois qu'il va me reconnaître parce que j'ai levé la main, j'ai dit bonjour de loin, là, ça va être l'effet inverse. Donc c'est Salah qui me voit, qui est B, qui devient intéressé, et moi je suis le point A, je suis intéressant pour Salah. Donc qu'est-ce qui fait Salah? À ce moment-là, quand je dis bonjour, ce qui se fait logiquement, c'est dire bonjour à son tour. Donc à ce moment-là, c'est lui qui va créer une cause, c'est répondre à mon bonjour, il va me dire bonjour à son tour, qui va créer un effet chez moi. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve avec ce schéma qui est une cause créant un effet, et puis une cause de B créant un effet chez A, à travers une distance, mais il faut que ça soit rétroactif. Il faut que ça soit rétroactif, et c'est là où on parle de communication. À partir du moment où je vois ça là, je dis bonjour, je souris, il me voit à son tour, il sourit à son niveau, il dit bonjour aussi, ça va, vous allez bien, et là on dit qu'il y a une communication entre les deux personnes. Quand est-ce qu'on parle de problème de communication? C'est quand ce n'est pas rétroactif comme ça. Si je passe par exemple, je dis bonjour à Salah, lui il me voit, mais il fait comme s'il ne m'avait pas vu, parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un malentendu ou je ne sais pas, il m'ignore. Là on s'arrête vraiment au premier schéma, il n'y a plus de rétroactivité, et là on parle de problème de communication. Ou il peut par exemple ne pas m'avoir vu, il n'a pas fait exprès, il ne m'a pas vu, mais moi je me suis dit, il m'a ignoré, je lui ai dit bonjour, mais il ne m'a pas dit bonjour, et ça arrive tous les jours. Que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et là, on parle de problème de communication. Donc le B.A.B.A. en termes de communication, c'est qu'il y ait ce lien de cause à effet et que ça soit rétroactif impérativement. Et là, on peut justement expliquer donc tout ce qui est cause à effet à travers une distance. La base, c'est la bonne communication. Pourquoi je vous parle de de cette introduction? Juste pour insister sur la communication, que ce soit avec vos équipes ou que ce soit avec les personnes qui rentrent chez vous. Concentrez-vous sur la communication, parce que souvent quand on dit à une personne, est-ce que tu sais communiquer? Il va nous dire, oui, je sais communiquer. Pourquoi? Parce que pour nous, communiquer, c'est quoi? C'est ce que je fais là, c'est parler, prendre la parole. Et les autres m'écoutent, ou j'ai l'impression que les autres m'écoutent. Mais communiquer, c'est pas ça. Communiquer, c'est dire ce que l'on pense, mais demander l'avis de l'autre personne et écouter aussi l'autre. Et ça, c'est important. Parce que le volet le plus important dans la communication, c'est l'écoute. Et pas n'importe quelle écoute. Il y a une différence entre écouter et entendre. Il y a des personnes qui ont suivi ma formation, ils peuvent vous en parler longtemps. Il y a une différence entre écouter et entendre. Quelle est la différence entre écouter et entendre? Des fois, on a l'impression que c'est pareil. Et bien, entendre, c'est entendre tout simplement un son. Là, on peut entendre le bruit dehors, on peut entendre, je ne sais pas, des oiseaux qui passent, on peut entendre le bruit de la clim ou autre chose, mais on n'est pas forcément concentré. Mais écouter, c'est écouter en étant attentif. Je donne toujours l'exemple, quand on roule en voiture et quand on met de la musique, on n'écoute pas forcément, même si on dit écouter la musique, mais on est là en train de suivre le rythme, à part quand on apprécie cette musique. Mais on entend. Mais quand il y a des infos qui passent, là, on va augmenter le son et on va se concentrer avec la personne qui présente les infos et on va écouter attentivement. Et souvent, il y a un souci entre entendre et écouter. Il faut impérativement écouter l'autre, écouter votre équipe, écouter la personne qui vient chez vous, écouter votre patient client. Et l'écouter, c'est l'écouter de manière active. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement en la concentration. Qu'est-ce qui nous arrive, nous? Ça, je le fais dans mes ateliers en développement personnel. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Souvent, on a l'impression qu'on discute avec les autres, mais finalement, on se retrouve en train juste
d'entendre la personne, parce qu'on ne l'écoute pas. À chaque fois qu'une personne nous parle, à titre professionnel ou personnel, quand on l'entend, je ne dis pas on l'écoute, la personne elle nous parle de l'autre côté, et nous qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfléchir à ce qu'on va répondre à cette personne. Et on est en même temps en train de préparer notre réponse. Pourquoi? Pour lui dire quelque chose de convaincant, pour lui expliquer qu'elle a tort, pour lui dire vraiment que ce qu'elle a dit, en fait, moi j'ai une proposition plus intéressante, etc., etc. Et du coup, quand la personne elle parle, moi je suis en plein, je cogite dans ma tête, mais je suis en train de réfléchir à ce que je vais répondre. Je n'écoute pas cette personne, je l'entends. Et c'est ce qui se passe souvent, tous les jours, à titre personnel, professionnel aussi. On n'écoute pas. Donc j'insiste, s'il vous plaît, sur l'écoute active. Je vous donne des termes, moi je vous invite à noter ça. Quand je parle d'un terme écoute active, allez vous renseigner maintenant avec Internet, avec YouTube, etc. On peut se former personnellement, on peut chercher l'information ailleurs, etc. et développer énormément. Donc l'écoute active, la communication, c'est le B.A.B.A. et c'est la base de toute interaction, on va dire, dans la vie. Les problèmes de communication résultent de cette affirmation. Tout le monde voit ce que je vois, entend ce que j'entends, comprend ce que je dis. Ça, c'est un problème, on va dire, culturel. On a l'impression que tout le monde comprend ce que je dis. Et on a l'impression que tout le monde pense de la même manière que moi. On a l'impression que tout le monde vit de la même manière, alors que ce n'est pas vrai. Chacun d'entre nous ici, autour de ce regroupement, est différent. Même si vous êtes tous des pharmaciens, vous avez tous pratiquement la même moyenne d'âge, vous avez tous un niveau équivalent, mais vous êtes complètement différents les uns des autres. On n'a pas la même culture, on n'a pas vécu dans les mêmes sphères, on n'a pas eu le même enseignement, on n'a pas eu la même éducation. La culture, elle est composée d'éducation et d'enseignement. Et souvent, ça part de ce constat, on a l'impression que tout le monde voit ce que je vois, entend ce que j'entends, comprend ce que je dis. Non. Les gens voient les choses différemment, comprennent différemment en fonction de leur culture, en fonction de ce qu'on leur a enseigné, en fonction de là où ils ont vécu, où ils ont grandi. Et ça, on peut en débattre encore plus longtemps. Je vous donne un petit exemple. Une personne qui ne comprend pas un message n'est pas imbécile. On a l'impression, quand on explique quelque chose, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est lui qui n'a pas compris. Mais est-ce que vous avez pris la peine d'expliquer en prenant en considération la personne qui est devant vous, en prenant en considération son niveau d'études, en prenant en considération sa culture, en prenant en considération son âge, en prenant en considération sa religion? Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Est-ce qu'on le fait avant de discuter avec une personne? Là, je vous ai donné cet exemple. Elle n'a pas le même cadre, la personne n'a pas le même cadre de référence ou la même grille de perception que l'émetteur. Monsieur Chakib va vous parler après de la perception et il va en discuter avec vous en détail. Là, on voit deux personnes. Cette personne, elle voit un 9. L'autre personne, elle voit un 6. Est-ce que c'est un 6 ou un 9? Personne ne pourra le dire. Parce que, en fonction de leur angle de vue, chaque personne a raison et personne n'a tort. Cette personne, elle est là, elle voit un 9. Et l'autre personne, elle est là, elle voit un 6. Et ils peuvent rester toute la journée à débattre. Non, c'est un 6, non, c'est un 9. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour être un peu plus flexible? Si cette personne prenait la peine de changer d'angle de vue et de passer de l'autre côté, elle verra qu'il s'agissait effectivement d'un 9 pour cette personne. Et c'est pour ça que dans la vie, on vous demande toujours d'essayer de changer d'angle de vue, d'avoir un esprit ouvert, d'élargir votre façon de penser et de vous dire ce que je sais n'est pas forcément ce qui est juste. Quand j'ai tort, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, l'autre personne, elle peut penser autre chose. Et là, on va plus être dans ce conflit, moi j'ai raison, toi tu as tort, toi tu as tort, moi j'ai raison. On va se dire que chacun est différent et à partir du moment où on accepte la différence, là, on peut vraiment se libérer et la communication est plus fluide. On n'est plus dans ce débat, on n'est plus dans cette, on va dire, dans cet aspect qui a gagné, qui a tort ou qui n'a pas tort. Et dans la vie personnelle, là, on a cet aspect où on se dit, avec les amis, avec les collègues, avec la famille, moi j'ai raison, moi j'ai mis mes enfants cette école parce que c'est la meilleure. Moi je fais faire mes courses à de magasin parce que c'est le meilleur. Moi j'ai choisi ce quartier parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur pour vous, pas forcément pour les autres. Si vous êtes convaincu de cela, tant mieux. Moi je suis contente pour vous si c'est bon. Mais n'allez pas faire appliquer ça aux autres. Pourquoi on va à chaque fois discuter avec nos amis? Il faut que tu déménages dans ce quartier parce qu'il est top. Il faut que tu changes tes enfants cette école parce qu'elle est bien. Peut-être qu'elle n'est pas bien pour lui, il a une culture différente. Donc, essayons de garder cet aspect, surtout de changer d'angle de vue de temps en temps. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour développer votre communication, votre ouverture d'esprit par rapport aux autres. Alors, la
prise de contact et la découverte du patient client. Quand on a un patient client qui rentre dans l'officine, il faut vous mettre en tête, s'il vous plaît, ça je le dis et j'insiste là-dessus, que cette personne, quand elle rentre, elle a besoin de vous. C'est une personne malade, c'est une personne qui a quelqu'un de la famille qui est malade, qui souffre, et pour elle, elle va venir chercher la solution chez vous. Elle a été chez le médecin avant, on a des médecins parmi nous. Le médecin, il a diagnostiqué, il a vu la maladie, mais on se plaint souvent, là ils peuvent le prendre mal, du fait que les médecins n'accordent pas assez de temps pour discuter, pour être empathiques, etc. Mais quand on va changer d'angle de vue, aller voir les médecins et leur demander leur avis, ils vont nous dire « Moi je reçois, je sais pas, une soixantaine de personnes, je ne peux pas prendre le temps de discuter, de papoter avec chaque personne, moi j'ai une mission. Ma mission principale c'est détecter, donner un diagnostic et détecter la maladie et proposer la solution. Donc moi, à partir du moment où c'est ça ma mission, ça s'arrête là. Et si je le fais bien, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas à être sympa, je n'ai pas à sourire, etc. Il y a pas mal de médecins qui disent ça, qui sont convaincus. Et après, quand on essaye de voir, ils font très bien leur travail, on ne peut pas leur en vouloir. Donc la personne, pour revenir au patient client, elle vient chez vous. Elle attend du réconfort, elle attend de la sympathie. Et souvent, on a une relation spéciale avec le pharmacien. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le pharmacien du quartier. C'est le pharmacien avec qui on a grandi peut-être. Et souvent, j'ai des gens qui ont un pharmacien dans leur quartier où ils ont vécu, chez les parents. Ils vont se marier, ils vont habiter dans un autre quartier, mais ils ne vont pas changer de pharmacien. Ils vont revenir toujours chez le pharmacien dans le quartier des parents. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ce pharmacien, j'ai vécu toutes mes maladies, toute la vie, toutes les transformations avec ce pharmacien. Il y a un certain lien qui se noue quand même parce que vous vivez pratiquement toute la vie et surtout quand vous avez des personnes âgées, vous vous dites bah, ce monsieur, j'ai vu ses enfants ou peut-être j'ai vu ses enfants se marier, etc. C'est tout un cycle. Donc sachez s'il vous plaît que la personne quand elle vient chez vous, elle vient chercher des médicaments. Elle a un pouvoir d'achat, elle veut acheter, mais elle cherche aussi une personne juste pour la réconforter, ne serait-ce que quelques minutes, ou pour la conseiller. D'ailleurs, culturellement, ça c'est marocain. Même s'il y a un médecin qui va prescrire une ordonnance, qu'est-ce qu'on vient faire? On rentre chez le pharmacien, est-ce que je devrais prendre ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Culturellement, on a ça, on se dit, on va lui demander son avis, il doit me confirmer est-ce que c'est ça ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en vous. Parce que vous êtes le pharmacien. Et à chaque fois qu'on vient chez vous, on a besoin de votre conseil. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'ils comptent sur vous. Quand ils viennent, ils sont désespérés. Donc ayez ça en tête, s'il vous plaît, que ce soit vous, l'équipe officinale qui travaille avec vous, les personnes ont besoin de ça. Donc la prise de contact, une vente ne peut se réaliser si on ne prend pas d'abord le soin de mettre en confiance le patient client. C'est important. Il faut le mettre en confiance, il faut qu'il se sente à l'aise. Le sécuriser aussi et être crédible à ses yeux. Ces 3 points sont importants. Il faut le mettre en confiance, il faut le sécuriser, il faut être crédible. Et cette étape est importante, c'est le point de départ pour toute vente. On revient difficilement sur une première impression. On n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et souvent, cette première bonne impression, elle reste ancrée et il faut faire attention à ce premier contact. Les attitudes d'un accueil réussi, quand on reçoit les patients clients en général, quelles sont les attitudes d'un accueil réussi? Le regard, le sourire, la posture, c'est important. Le style vestimentaire à mettre en phase avec l'image de l'entreprise et sa fonction. J'ai vu certains pharmaciens qui ont mis en place des tenues spéciales pour toute l'équipe officinale et ça c'est joli, hygiéniquement c'est bien et quand on rentre, ça fait plus professionnel. Souvent, on a les blouses, c'est bien, il faut imposer ça. Mais quand on rentre dans une pharmacie et chacun est habillé comme il le veut, on n'arrive plus à détecter le pharmacien, de l'équipe, peut-être même quand il y a trop de monde, des patients clients, on ne sait plus quoi faire. Donc le style vestimentaire, c'est important. C'est pas tout, mais c'est très important. L'impact de la communication non verbale sur son interlocuteur. Moi, la communication non verbale, il faut 3 jours peut-être pour parler de la communication non verbale. Mais c'est juste pour vous dire que il y a une étude américaine qui démontre que, avec ce qu'on dit, le verbal, on ne communique que, donnez-moi un chiffre, pas ceux qui ont suivi la formation, donnez-moi un chiffre. Combien on communique avec le verbal? 10% qui dit mieux? Combien? 70 qui dit mieux?
Comment? 4. Qui dit mieux? 3. 3% on communique. 3%, on communique 3% avec le verbal. On a l'impression que nous, quand on prend la parole, que c'est bon, on a dit ce qu'on avait à dire, alors que non. Le non-verbal représente 97%. 97%, ça représente le non-verbal. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous concentrer sur la communication non-verbale, c'est tout ce qui est paraverbal, et tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est geste, tout ce qui est posture, la façon de parler, les mimiques, les grimaces du visage, le regard, la voix aussi. Un petit exemple, de tout ce qui est voix, on peut recevoir un patient client en disant « Bonjour monsieur Flaine, ça va, vous allez bien ?» Que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne très jeune, il faut être courtois avec tout le monde. Le professionnalisme, c'est être professionnel avec tout le monde, peu importe le patient client qui rentre chez moi, je garde le même comportement et le même professionnalisme. Et enfin, les règles des 4 C. Pour moi, les 4 C, c'est contact, connaître, convaincre, conclure. Ça, c'est important. Le contact, comment on va l'établir? Avec un sourire. Des fois, un simple sourire, ça peut régler tous les problèmes. On n'a même pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Un sourire, il est très accueillant et il met à l'aise la personne. Le connaître. Comment on peut connaître une personne? Comment on peut connaître un patient client? En discutant avec lui, tout simplement, en posant des questions. Et convaincre, on ne peut convaincre une personne que si on est convaincu soi-même. Et puis enfin, conclure, c'est quoi? C'est conclure la vente quand même, parce qu'on est là pour ça. Tout ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir conclure la vente et pour pouvoir encaisser de l'argent et pour pouvoir se faire des patients clients, on va dire. Les phases de la prise de contact. Il y a 4 phases qui sont importantes pour moi. Moi, je vous parle de ça, vous allez me dire, moi, je ne peux pas faire ça automatiquement avec tout le monde, etc. Mais vous pourrez appliquer ça de manière vraiment assez soft. Moi, le plus important pour moi, c'est que vous le sachiez, que vous soyez conscient de ça, et après, vous allez l'adapter en fonction des personnes en face de vous. C'est quoi les 4 phases? D'abord, saluer la personne. Bonjour madame, bonjour monsieur. Souvent, on n'y pense pas. Parce qu'il est 4h de l'après-midi et j'ai reçu je ne sais pas combien de patients clients et je ne vais pas m'amuser à dire bonjour madame. Ben non, la personne elle vient de rentrer chez vous pour la première fois. Donc un minimum, bonjour madame, bonjour monsieur. Ça vous semble des fois des petits détails, mais une personne qui vient, qui retrouve un pharmacien ou une équipe qui sourit et qui dit bonjour madame ou bonjour monsieur, ça c'est très important parce que ça leur permet de se faire une première bonne impression au premier abord. Créer une bonne ambiance. Comment on peut créer une bonne ambiance? C'est pas en mettant la fête, c'est pas en sautant partout, en souriant, tout simplement. Sourire, un sourire heureux et naturel. Pas un sourire forcé. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas la peine s'il est vraiment forcé. Mais un sourire naturel et chaleureux, qui donne envie à la personne de rester et surtout qui la met à l'aise. Présentez-vous. Si vous êtes le pharmacien, faites-le. Parce que souvent, on ne fait pas la différence. Quand on est une équipe de jeunes, quand on est peut-être habillé de la même manière ou quand on ne connaît pas très bien la pharmacie. Si vous êtes le pharmacien, présentez-vous. Il faut être fier de sa profession. Et quand on parle avec la personne, bonjour madame, bonjour monsieur, je suis docteur Intel, je suis le pharmacien. Soyez sûr et certain que la personne elle va se sentir valorisée. Parce que vous l'avez respectée, vous l'avez saluée, vous lui avez souri et vous vous êtes présenté. Ça ne coûte rien, ça va durer quelques secondes. Mais la personne, elle va se sentir à l'aise, elle va se sentir valorisée et surtout, elle va se sentir respectée. Ça, c'est important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est le b.a.-ba. Quand on fait ça, on revient à ce qu'on avait dans les premières slides. Sécuriser la personne, la mettre en confiance, qu'elle se sente à l'aise. Et ça, c'est la base. Quand on arrive à réussir ça, tout va très bien se passer par la suite. Et poser des questions. Poser des questions par rapport à l'état de la personne, de quoi elle souffre, est-ce qu'elle suit un traitement, est-ce qu'elle a déjà pris des médicaments, est-ce qu'elle avait déjà consulté, est-ce que c'est la première fois, etc. Plus vous posez de questions, moins vous aurez de soucis par rapport au conseil, par rapport à la personne qui est en face de vous. Quand on pose des questions, on connaît mieux la personne, et dans la vie de tous les jours, on se dit, on a l'impression que la personne qui parle, souvent, on a l'impression que c'est elle qui communique. Ben non, pour moi, la personne qui communique le plus, c'est la personne qui écoute. C'est la personne qui pose des questions. Parce que si je fais que parler avec 2-3 personnes devant moi, mais quand on vient et on va me demander qu'est-ce que tu penses de ces 3 personnes, eh bien, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'elles font? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elles aiment bien? Qu'est-ce qu'elles détestent? On peut donner l'exemple avec votre équipe.
Un pharmacien avec son équipe. Qu'est-ce qu'il préfère? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu fais que parler. Parler, mais tu n'as jamais écouté ces personnes. Pour moi, les personnes les plus communicatives, les plus intelligentes, les plus sérieuses et rationnelles, c'est celles qui écoutent et qui posent des questions. Quand on pose des questions, on connaît les personnes en face de nous, on connaît l'entourage et on maîtrise encore plus, que ce soit avec l'équipe ou avec les patients clients. Donc, posez des questions. Et quand on pose des questions, on donne l'occasion à la personne de s'exprimer. On donne du temps à la personne. Et du coup, le patient client, il se sent valorisé. Ce pharmacien s'intéresse à moi, s'intéresse à ma vie. Il me pose des questions. Je ne suis pas qu'un objet pour lui. Je ne suis pas juste une personne qui va débourser de l'argent et sortir. Je suis un être humain. Je suis un patient avant tout. Je suis quelqu'un vraiment qu'il considère. L'expression corporelle, ça c'est en général par rapport à tout ce qui est non-verbal. Il faut faire attention au style vestimentaire. Il faut faire attention au mouvement corporel. Il faut faire attention à la distance de communication et à l'expression. Quand une personne va venir me voir, je ne vais pas, parce que je suis fatiguée, me mettre sur le comptoir et m'installer comme ça. Et oui, qu'est-ce que je peux pour vous? À la limite, va s'allonger complètement sur le comptoir. Je suis fatiguée, mais la personne en face de moi, elle n'est pas censée le savoir. L'idée pour moi, et une personne qui veut réussir vraiment l'accueil et qui veut réussir les ventes et dynamiser ça au niveau de son point de vente, la clé de réussite pour moi, c'est recevoir et accueillir la dernière personne qui vient chez vous, même 5 minutes avant la fermeture, de la même façon que vous avez accueilli la première personne qui est rentrée chez vous le matin. C'est vrai que le matin, on est en forme. On vient prendre le petit déjeuner, on commence, bismillah, allez, on y va, on est souriant et tout. Le soir, on est plus fatigué, c'est naturel, on est des êtres humains. Mais le patient client qui rentre chez vous, il n'est pas censé le savoir, le pauvre. Il n'y est pour rien, pour que vous soyez fatigué ou que vous n'ayez même pas l'envie de le recevoir ou de l'accueillir. Donc, quelqu'un qui est professionnel pour moi, c'est une personne qui reçoit de la même manière la dernière personne, et la reçoit de la même manière que la première personne. La découverte technique, ça c'est important. Même si ça vous semble trop technique ou peut-être trop compliqué, mais c'est le B.A.B.A. et c'est très important. On appelle ça découverte technique, mais c'est juste découvrir la personne en face de nous et découvrir en fait tout ce qui est technique, à part le personnel. Avant de proposer un produit, ses avantages ou un service, je dois savoir à l'avance si cette proposition correspond au problème et aux besoins du patient client. Ça ne sert à rien que je propose quelque chose qui ne correspond pas à ce patient client. Je peux le faire, je peux le convaincre, je peux lui vendre quelque chose, mais qui ne correspond pas à ses besoins. Il va l'utiliser, il va le payer, mais est-ce que vous pensez qu'il va revenir? Non. Et vous allez encaisser l'argent, mais il n'y aura pas une relation win-win quand même. La moindre des choses éthiquement, c'est de vendre un produit qui répond aux besoins de la personne qui est en face de nous. D'abord, on va répondre à ses besoins, qui est le B.A.B.A. de l'officine. Ensuite, on va vraiment résoudre son problème. Et surtout, on va le fidéliser. Parce qu'il va être content et un patient client fidèle, il peut en ramener une dizaine. Par contre, un patient non client, en fait satisfait, je voulais dire, un patient client satisfait, il peut en ramener une dizaine. Mais un patient client non satisfait, et chez nous au Maroc, bouche à oreille, ça fonctionne parfaitement, et ça continue encore, il peut en parler à une 50aine de personnes. Parce que quand on n'est pas satisfait, quand on n'est pas content, ça va plus vite. Les mauvaises nouvelles et les mauvaises impressions, ça va plus vite que les bonnes. Donc, quelqu'un de satisfait, il va en ramener 10, mais quelqu'un qui n'est pas satisfait, il va en parler à 50 personnes autour de lui. C'est plus rapide en tout cas. Donc, je dois savoir si ça correspond au problème du patient client. Comment je peux le savoir? En essayant de le connaître, en essayant de poser des questions, en s'intéressant à cette personne. Je ne vous demande pas de recevoir 30 minutes chaque personne. Ça peut durer 1, 2, 3 minutes, mais je dois faire ça en ayant en tête que ce patient client, je dois m'intéresser à lui, je dois lui poser des questions, je dois le découvrir techniquement, tout simplement. Donc apprendre à connaître son patient client, c'est quoi? C'est définir ses motivations, ses goûts, c'est aussi déterminer comment lui proposer un produit. Et ça, on va le voir juste après. Vous allez me dire, je ne peux pas le connaître immédiatement, il faut vraiment que je discute avec la personne, qu'on se connaisse plusieurs jours, etc. Pas forcément. Il y a des choses qu'on peut détecter au premier abord en côtoyant une personne, en discutant avec elle. On n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues, mais il y a des choses qu'on peut détecter du premier coup et essayer quand même de s'adapter par rapport à ça. Alors, on a la découverte technique, on a parlé de tout ce qui est technique, et on a la découverte psychologique.
psychologique. Il y a eu des études, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites depuis plusieurs années. Et on sait que l'être humain n'agit pas seulement en fonction d'éléments logiques, mais en fonction de son affectivité. Ce que je disais tout à l'heure, culturellement, on est tous différents, on n'a pas la même culture, parce que la culture elle est composée de deux choses, l'éducation et l'enseignement. Nous tous présents ici, on n'a pas eu la même éducation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu les mêmes parents, on n'a pas eu les mêmes frères et sœurs. On a des gens qui ont vécu avec qui ont été des enfants uniques, d'autres qui ont eu 7 ou 8 frères et sœurs, d'autres qui ont vécu à l'étranger, d'autres qui ont vécu au Maroc. Certains d'entre nous ont vécu dans des petites villes, d'autres ont vécu dans des grandes villes. Il y en a qui ont été, qui ont grandi chez leurs grands-parents parce que leurs parents partaient toujours en voyage. Il y en a qui ont eu des parents divorcés, d'autres qui ont eu des parents décédés. Donc chacun a eu une éducation différente. Chacun a grandi dans un milieu différent. Et l'enseignement, pareil. Il y en a qui ont eu leur diplôme à l'étranger, il y en a qui ont eu leur diplôme au Maroc, il y en a qui ont eu leur diplôme à Rabat, dans d'autres villes. Et l'éducation et l'enseignement vont faire forcément qu'on va avoir une culture propre à nous. Et chacun ici est différent, complètement différent de l'autre personne. Même si vous dites, on est les meilleurs amis du monde, mais vous n'avez pas la même culture, vous êtes différents. Alors quand vous recevez quelqu'un qui vient chez vous en tant que patient client, ça c'est sûr qu'il n'a pas la même culture. Ça nous renvoie au 9 et au 6 dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, il peut peut-être parler d'une façon que moi je vais peut-être prendre mal, mais je n'ai pas à la prendre mal, parce que lui, il a l'habitude de parler comme ça. Le milieu dans lequel il a vécu, personne ne lui a dit qu'il ne fallait pas parler comme ça. Il peut parler à haute voix, il peut avoir un comportement bizarre, nous on ne devrait pas être choqués. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on est convaincu qu'on est différent, on est en paix avec soi-même. À partir du moment où on est convaincu qu'on n'a pas à changer l'autre, ça ne nous regarde pas. Et on ne doit pas, et on n'y arrivera jamais. Personne n'arrivera à changer qui que ce soit. Même pas vos enfants, ne rêvez pas. Vos enfants ne vous appartiennent pas, ils ne changeront pas. Parce qu'on a toujours l'impression, oui, on va le changer. Pourquoi il fait ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Pourquoi il se comporte comme ça? Il n'y a personne dans la famille qui fait ça. Parce qu'il est comme ça. C'est un être humain à part et on n'a pas à le changer. La seule personne que vous pourrez changer, c'est vous-même, tout simplement. Donc, concentrez-vous sur vous-même. Ne vous concentrez pas sur les autres. Vous allez perdre du temps et ça ne servirait à rien du tout. Donc, par rapport à la découverte psychologique, il s'est avéré au fait que toutes les réactions dans une situation donnée trouvent une explication sur les mobiles d'action. C'est-à-dire que chaque personne est différente d'une autre et on a la méthode sans casse, on va dire, qui démontre en fait que chaque personne a des besoins différents. On va voir des personnes, et ça peut vous concerner, vous aussi, ça concerne les gens autour de vous, ça concerne la famille, les proches, votre femme, votre mari, vos enfants et tout. Il y a des gens qui vont être axés sur la sécurité. Pour eux, c'est primordial. Ils cherchent que la sécurité. Il y a des gens qui vont être axés sur l'orgueil. L'orgueil est très important pour eux. D'autres qui vont être axés sur la nouveauté. Ils ne cherchent que tout ce qui est nouveau. On peut lui vendre le dernier portable hyper connecté, etc. Même s'il a un portable qui fonctionne déjà. Non. Lui, il faut tout ce qui est nouveau. Et si vous détectez sa personnalité, vous pourrez lui vendre tout ce qui est nouveau. Il y a des gens qui sont axés sur la commodité, c'est-à-dire tout ce qui est confort. Et d'autres qui sont axés sur l'argent. Quand je dis axés sur l'argent, ou c'est des personnes qui vont vouloir acheter le produit le plus cher, ou c'est des gens qui vont vouloir acheter le produit le moins cher. C'est dans les deux sens. Et ça, il faut le détecter aussi. Si c'est des gens qui ne veulent acheter que les produits les plus chers, ça ne sert à rien de leur proposer quelque chose en promotion. Ou vous leur dites, ben vous savez, ce produit, en fait, si vous achetez deux, on vous offre le troisième. Il ne va même pas l'acheter. Parce que pour lui, non. Dans sa tête, il faut qu'il achète ce qui est plus cher. Et dans sa tête, psychiquement, ce qui est plus cher est plus efficace. Et vous allez trouver d'autres personnes qui ne voudront acheter que ce qui est vraiment pas cher en fonction de leurs moyens. Tout simplement, là, vous n'y pouvez rien. Il y a des gens aussi qui sont axés sur la sympathie. C'est des patients clients, il suffit juste de leur sourire. Il suffit juste de leur poser la question. Ça va s'y dire, vous allez bien. Il suffit de se concentrer sur cette personne, peut-être, et se dire, ah ben tiens, il avait une fille qui devait accoucher. Et il suffit juste de lui dire, est-ce que votre fille a accouché? Est-ce que tout se passe bien? Eh bien, il peut vous acheter tout ce que vous lui proposez. Parce qu'il est axé sur la sympathie. Cette personne, si vous ne lui souriez pas, si vous ne lui posez pas une ou deux questions, ne prendrait rien. Parce que, psychiquement, elle est axée sur le S qui est sympathie. Et donc, pour vendre, il suffit de toucher les motivations dominantes de mes patients clients. Chaque personne et chaque patient client a une motivation dominante.
Et on peut essayer de détecter cette motivation dominante juste en posant 2-3 questions. C'est la façon de parler de la personne, c'est sa façon de se comporter, et ça on peut le détecter vraiment facilement. Après, il faut de l'expérience, il faut de la pratique aussi. Moi, à partir du moment où vous savez ça, et vous mettez en tête que les gens ont des dominantes psychologiques, vous allez automatiquement essayer de faire ça, essayer de vous exercer, essayer de faire des exercices, et avec le temps, vous allez vous dire, je suis devenu un profiler, un spécialiste, ça y est, je sais à qui j'ai affaire, etc. Mais ça se fait vraiment sur un laps de temps très très réduit. L'entretien de face à face, comment ça se passe un entretien en général de face à face avec votre patient client? Eh bien, il faut établir la relation, il faut identifier les besoins, il faut répondre aux besoins de façon appropriée, il faut adapter son discours à l'interlocuteur. L'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai une personne qui vient, qui me parle en français, eh bien je peux lui parler en français. Quand j'ai une dame âgée qui vient, qui me parle en arabe, ça ne sert à rien que je lui réponde en français. Je lui réponds en français. Quand j'ai, je ne sais pas, un enfant ou un adolescent, ben, je lui parle de la manière la plus adaptée. Quand j'ai un monsieur assez âgé qui a du mal à parler, eh ben, je vais faire en sorte de parler doucement, de parler un peu plus fort et d'adapter tout simplement ma manière de parler. On est obligé de s'adapter et on le fait. Vous le faites tous les jours. Quand vous rencontrez des collègues à vous ici, par exemple, dans cette rencontre, vous leur parlez d'une manière. Quand vous rentrez chez vous, vous parlez à votre mari ou à votre femme d'une autre manière. Quand vous parlez avec vos enfants, surtout ceux qui sont en bas âge, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous rabaissez d'un temps, à la limite, vous adoptez un temps, à la limite, enfantin. Vous parlez de la même manière qu'un enfant, vous parlez doucement, vous n'employez pas des mots techniques avec vos enfants en bas âge. Quand vous parlez à un gardien dans la rue, vous n'allez pas lui parler de la même manière que, je ne sais pas, un délégué ou un représentant. Vous adaptez vos réactions et vous adaptez votre façon de parler. Vous le faites tous les jours. Mais mettez-vous en tête juste qu'il faut le faire aussi avec vos patients clients. En fonction de la personne que j'ai devant moi, je suis obligée d'adapter donc mon discours. Faciliter l'expression de son interlocuteur. Reformuler, expliciter. Ça c'est quoi? C'est l'écoute active. La reformulation, c'est l'écoute active. Faciliter l'expression de son interlocuteur et essayer de savoir ce qu'il a bien compris. Oui, je suis pharmacien, je connais les termes et tout, mais les autres ne le connaissent pas forcément. Des fois, on utilise des abréviations, on le fait de manière instantanée et spontanée, on s'en rend pas compte. Mais finalement, la personne, elle n'a rien compris devant vous. Elle n'a pas fait ses études en pharmacie. Elle n'est pas forcément formée. Et ça, on le retrouve surtout avec des formations spécifiques, les ingénieurs aussi, où il y a des gens qui sont dans leur monde, ils ont l'impression que tout le monde parle le même langage. Non, tout le monde ne parle pas le même langage. On ne va pas discuter avec un patient client, parler d'IPP, etc., mais il ne va rien comprendre. Il faut lui parler un langage simple, vulgariser, utiliser des mots de tous les jours. On n'est pas obligé de tout expliquer, mais juste lui donner l'idée globale sans forcément rentrer dans le détail. Orienter, développer un argumentaire, c'est important, il faut argumenter, il faut orienter les gens. Traiter les objections, vous aurez des objections et vous avez tout le temps des objections. Non mais, ma cousine m'a dit qu'elle a pris ce médicament, ça lui a fait une allergie. Non mais, j'ai entendu à la radio. Non mais, le médecin m'a dit. Les objections, il y en a toujours. Pourquoi on a des objections? C'est pas pour vous rendre la vie plus difficile, mais quand on a des objections, c'est tout simplement parce qu'on est inquiet. Et ça, il faut le comprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un patient client, quand il rentre chez vous, il est désespéré. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas acheter des chaussures, il ne va pas acheter des vêtements. Il s'agit de sa santé, de ce qu'il a de plus cher. Ça peut être ses enfants, sa femme, sa mère ou quoi que ce soit, ou lui-même. Et c'est ce qu'il a vraiment de plus cher. Donc quand il vient chez vous, vous êtes son dernier espoir. Parce qu'il est allé chez un médecin, il a consulté, mais il attend encore cette empathie, il attend encore cette écoute surtout. Cette écoute et surtout cet entretien. Et souvent, il y en a qui se disent « Moi, j'ai pas que ça à faire. » Eh ben non, je suis désolée. Vous n'avez que ça à faire si vous voulez développer votre officine. Et vous êtes obligé de le faire. Je ne vous demande pas de le faire vous à titre personnel. Vous êtes là, c'est bien, mais il va falloir transmettre ça à votre équipe. Et pour transmettre ça à l'équipe, il faut être convaincu de ça. Quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas être convaincant. Il faut être convaincu, il faut être sûr de ce qu'on fait, et là, transmettre l'information à l'équipe. Si vous le faites, eh bien, ils vont vous faciliter la tâche. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, vous êtes sûr au moins qu'il y a le relais et que les personnes qui travaillent avec vous vont pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et il faut arrêter de leur en vouloir et de se dire
On a l'équipe vraiment yaouni, on a l'équipe ils veulent pas travailler, on a l'équipe ils veulent rien faire, on a l'équipe on se plaint de... Ben non, je suis désolée. L'équipe que vous avez dans votre officine, je vous le dis aujourd'hui, c'est le miroir de votre comportement. Et c'est votre reflet à vous. Si vous avez une équipe démotivée, c'est parce que vous êtes démotivé, vous les avez démotivés. Si vous avez une équipe qui n'a pas envie de travailler, c'est parce que vous n'avez pas envie de travailler. Si vous avez une équipe, je ne sais pas, qui est triste et qui n'est pas professionnelle, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Vous transmettez vos valeurs à votre équipe, ils suivent. Si vous êtes là, si vous voulez bouger les choses, vous voulez les changer, ils vont suivre. L'être humain, il s'adapte, tout simplement. Donc si vous voyez un problème au niveau de la pharmacie, sachez que c'est le reflet. C'est une sorte de miroir de votre comportement, de votre façon de faire. Et sachez que, avant de juger les autres, essayez de voir ce qui se passe en vous. Vous, par rapport à la communication, est-ce que vous communiquez comme il le faut? Est-ce que vous écoutez votre équipe? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que tout se passe bien? Souvent on pose la question au pharmacien, il nous dit oui, alhamdoulilah, tout se passe très bien. Tout se passe, c'est-à-dire de la meilleure façon qu'on puisse le voir, et de toute façon mon équipe est très contente, ils sont très motivés. Est-ce que vous leur avez posé la question? Non, mais je le sais. Non, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas posé la question. Et donc, il faut s'axer sur, surtout là, on va dire, on parle de QVT, de qualité de vie au travail. Est-ce que votre équipe est bien? Est-ce que vous les écoutez? Et l'équipe, je le dis toujours dans mes formations, l'équipe officinale, elle peut vous servir énormément. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, souvent, plus que vous. Ça, c'est une réalité. Ils voient les patients clients plus que vous. Ils sont sur le terrain. Ils peuvent vous faire un retour par rapport à ce qui se passe. Ils en savent des choses. Et si vous prenez la peine de les écouter, ils vont vous apprendre énormément de choses concernant votre officine. Ils peuvent vous être très utiles, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous orienter sur des choses que vous ignorez parce que vous n'êtes pas là forcément autant qu'eux. Donc, conclure, en fait, traiter les objections, conclure la vente, et quand on va être avec un argumentaire cap sans casse. Ça, on va le voir, on va revenir un peu à sans casse qu'on avait vu tout à l'heure et dont on avait parlé. Il existe lors d'une vente deux façons de présenter un argumentaire commercial. Quelles sont ces deux façons? La première, celle qui consiste à répéter un texte par cœur. Quand on a un argumentaire, ça que ce soit les délégués ou les pharmaciens ou l'équipe, on a tendance à répéter un texte par cœur. C'est souvent le cas des débutants. Mais souvent on le fait, même si on n'est pas débutant. On m'a parlé d'un produit, on m'a donné les caractéristiques, la personne va venir, je vais le répéter par cœur. Et on se dit, ça y est, à chaque fois je vais répéter les 4-5 phrases qu'on m'a appris, je vais les dire de la même façon. Non, on ne peut pas, parce qu'il y a une deuxième méthode, c'est laquelle? Celle qui consiste à adapter son argumentaire de vente en fonction de la découverte du client. C'est-à-dire que je connais ces 4 phrases, je les ai appris par cœur, mais ce n'est pas forcément ce qui va marcher avec tout le monde. Je vais peut-être pour cette personne dire que 2-3 phrases, je vais les dire d'une autre manière à l'autre personne, je vais les expliquer d'une autre manière à cette personne. Et quand on sait qu'on doit adapter son discours, là on réussit mieux. Et les personnes qui font que répéter, ça c'est des commerciaux qui font du porte-à-porte et des fois, on leur a appris ça. Vous apprenez 4-5 phrases et vous répétez textuellement. Alors que non, on est obligé de s'adapter et adapter son discours à la personne qui est en face de nous, adapter son argumentaire en fonction de la découverte. La découverte c'est quoi? C'est sans casse qu'on a vu tout à l'heure. L'argumentaire sans casse qu'on a vu tout à l'heure, il dit au fait que toutes les réactions dans une situation donnée trouvent une explication dans les mobiles d'action. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué, est-ce pour sécurité? Il y a quelqu'un qui va vous dire, moi je cherche que la sécurité. Moi je veux être sûr qu'il va être efficace, je veux être sûr que ça soit fiable. D'autres qui vont parler de l'orgueil. Est-ce que c'est un médicament qui se vend à l'étranger? Est-ce qu'il est utilisé par telle ou telle personne? Est-ce qu'il est... Ça touche un peu son orgueil. D'autres qui cherchent la nouveauté. Si ça vient de sortir sur le marché, il est preneur. Parce que pour lui, dans sa tête, tout ce qui est nouveau, c'est efficace. Tout ce qui est nouveau, dans sa tête, c'est comme ça, vous ne pourrez pas le changer, donc vous devriez vraiment suivre la vague avec lui. Et il y a d'autres qui cherchent la commodité, le confort. Si vous lui dites, ce médicament, vous devez prendre 2. Le rouge, c'est le matin, le bleu, c'est à midi, et l'autre couleur, c'est le soir. Non, 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 même s'il le prend, ça ne va pas marcher pour lui, parce que c'est trop compliqué. Lui, il cherche tout ce qui est simple, tout ce qui est commode et tout ce qui est confort, tout simplement. Et on avait parlé de l'argent et parlé de la sympathie tout à l'heure. Si je vous parle de 100 cascades, parce que c'est l'une des méthodes qui est employée dans tout ce qui est technique de vente. Et vous pourrez essayer de l'appliquer, ça marche à merveille, on va dire. CAP, c'est quoi? C'est tout simplement, quand on parle de C comme caractéristique du produit, A comme avantage, P comme preuve.
Si vous adoptez cette façon de penser, moi je ne vous demande pas de faire ça techniquement devant les gens, c'est juste vous mettre ça en tête pour que votre discours soit organisé. Quand les idées sont organisées dans votre tête, la personne qui est en face de vous, on peut la convaincre plus facilement. Donc je parle d'un produit, je donne un exemple. J'ai une personne devant moi, sans casse, j'ai détecté que cette personne, elle est souriante, elle parle à haute voix, elle vient, elle parle de manière aisée, etc. Donc c'est une personne qui recherche beaucoup plus, qui est axée sur la sympathie. Par rapport à un produit que je vais lui proposer, il faut impérativement que je connaisse les caractéristiques du produit. Si je ne connais pas le produit, ça ne sert à rien de le vendre. Je suis obligée de connaître mon produit. Je suis obligée de maîtriser mon produit. C'est votre travail et le travail de votre équipe aussi. Donc, je peux parler des caractéristiques du produit. Je ne vais pas en parler une journée. Je vais en parler en une ou deux phrases. Je parle des avantages du produit et je parle des preuves. Les preuves, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des tests qui ont été faits, ça peut être quelque chose qui est reconnu au niveau européen, ça peut être quelque chose qui est utilisé dans tel ou tel, en tout cas, domaine, mais ça peut être n'importe quelle preuve. Quand vous parlez à une personne, vous présentez les caractéristiques, vous donnez les avantages et vous donnez les preuves, dans sa tête, c'est plus clair aussi. Donc, elle suit avec vous le raisonnement, caractéristiques, avantages, preuves. Pourquoi pas ? Et là, vous gagnez du temps. Si vous avez l'impression que vous perdez du temps, non. Parce que quand vous parlez comme ça de manière argumentée, et quand votre discours il est structuré, eh bien la personne, vous ne lui laissez rien à dire. Il y a moins de questions, il y a moins d'hésitation, et la personne, elle ne vous fait pas perdre du temps. Si votre discours est structuré. Maintenant, comment on peut appliquer l'argumentaire cap sans casse? C'est au fait, il faut détecter le type de personne qu'on a devant nous, et il faut adapter cap au type de la personnalité qu'on a détectée devant nous. La méthode CAP, elle permet de mieux convaincre et persuader le patient client. Je vous ai mis un exemple ici. Non, on va le voir après ces principes d'argumentation. Je préfère vous le montrer ici. On reviendra aux autres. Là, j'ai mis exercice d'application. Vous pourrez, chez vous, vous dire moi, je veux être axé, par exemple, sur ce produit, sur cette gamme, etc. Mais tiens, je vais faire cet exercice. Il n'y a pas mieux que de mettre noir sur blanc. Donc, vous mettez un tableau. Vous mettez sans casse ici, et vous vous exercez tout seul. J'ai trouvé une personne, je ne sais pas, pour elle, c'est tout ce qui est sécurité. J'ai détecté chez cette personne que, parce qu'elle vient souvent chez moi, parce qu'on a discuté et papoté, elle est axée sur la sécurité. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon argumentaire CAP? Caractéristiques, avantages, preuves. Je vais chercher les caractéristiques de la sécurité par rapport à ce médicament. Je vais parler, je ne sais pas, par exemple, du fait que ce médicament contient tel ou tel, etc. Les avantages, eh ben, le produit que contient, etc., que contient ce médicament, ça permet 2 et 2 et 2 et 2. Les preuves, eh ben, ça a été testé cliniquement au niveau de ça, et on a fait des tests de recherche, etc., qui ont prouvé que ça et ça. Ça peut être de l'homéopathie, par exemple, des gens qui ont peur des médicaments, qui n'ont pas envie d'être surdosés, etc., et qui vont poser des questions. Eh bien, écoutez, les caractéristiques, il est composé de plantes naturelles, etc. Les avantages, c'est que ça n'a pas d'effet indésirable, etc. La preuve, il y a eu des tests qui ont été faits par tel ou tel organisme, tel ou tel laboratoire reconnu mondialement, etc. Et il suffit, par rapport à cet exercice d'application, sans casser cap, si je vous en parle, c'est que vous puissiez le faire de manière brève et que votre façon de parler soit structurée. Je détecte la personne, elle recherche la sécurité. Dans mon discours, caractéristiques, avantages, preuves. Si on est toujours dans la méthode caractéristiques, avantages, preuves, ça passe plus facilement. Alors, rapidement, les principes d'argumentation dans une technique de vente. Quels sont ces principes? On ne va pas détailler tout ça, mais il faut obligatoirement présenter le produit. Il faut attirer l'attention du patient client, lui donner l'envie de vous écouter. Il faut présenter des arguments. On ne peut pas vendre sans présenter d'arguments. Il faut chercher à connaître la personnalité du patient client. Là, c'est des petits détails, mais c'est juste pour expliquer chaque élément, comme quoi il faut écouter, il faut vérifier si l'argument est bien compris, il faut s'adapter au patient client. Moi, pharmacien, je vous parle, donc écoutez-moi. Moi, pharmacien, je vous donne mon avis en tant qu'expert. Moi, je vous parle en adoptant la méthode CAP. Je vous donne les caractéristiques, les avantages et les preuves, parce que vous ne les connaissez pas. Mais moi, en tant que pharmacien, je vous pose la question.
Est-ce que vous avez bien compris, monsieur? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous correspond? Et quand on pose ce genre de questions, il y a une sorte d'interactivité, on va dire. Donc là, c'est l'exercice d'application dont on a parlé. Je suis désolée d'aller rapidement parce que je ne veux pas empiéter sur le temps des autres collaborateurs. En même temps, je veux vous parler de tout, mais de manière vraiment un peu globale, on va dire. Et là, on va parler des théories des types psychologiques. Ça, c'est un point important aussi, qu'il faut le savoir, en général. C'est qu'il y a eu des études qui sont faites depuis des années, même des siècles, qui ont démontré, au fait, après une observation des patients, il y a 4 types de patients. Il y a les types colériques, il y a les types sanguins. Quand on dit sanguin, c'est des gens qui parlent bruyamment, optimistes, gais, qui ont beaucoup d'énergie. Il y a des types flegmatiques, qui sont stables, qui sont passifs. Et il y a des types de personnalités aussi, des tempéraments mélancoliques, on va dire. À partir de cette recherche qui a été faite il y a plusieurs siècles de ça, il y a Marston, au fait, qui a mis en place le modèle DISC. Donc Marston, il a observé le comportement des gens. Il en a déduit qu'au fait, en général, on a 4 types de personnalités. On a des gens qui sont dans la domination, des gens qui sont dans l'influence, d'autres dans la stabilité et d'autres dans le conformisme. Donc on va le réduire comme ça. La méthode DISC, c'est que entre nous tous qui sont là, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le dominant. Quelqu'un de dominant, il est comment? Il est direct, il est rapide, il est fonceur, il est énergique, exigeant, indépendant. Quelqu'un qui est conforme, qu'est-ce qu'il cherche? Il est précis, il est formel, réservé, prudent, réfléchi, analytique. Il cherche tout ce qui est formel. Il veut le respect, tout ce qui est formel, tout ce qui est carré. Il ne veut pas sortir du carré. Quelqu'un de dominant, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à être dominé. Il veut dominer la situation, il veut toujours avoir le dernier mot. Il y a des gens qui sont stables. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens stables? Ils sont attentionnés, ils sont calmes, ils sont modestes, ils sont patients. Ils cherchent que la stabilité. Ils ne veulent pas de changement. Le changement leur fait peur. Les gens qui sont stables, il ne faut pas leur dire « ça vient de sortir sur le marché, etc. » Non, ça va leur faire peur. Ils veulent rester dans leur cocon, ils veulent rester dans leurs habitudes. Et d'ailleurs, parmi nous, il y a plein de gens qui vont vous dire « moi, j'ai l'habitude d'aller faire les courses ici, je ne vais pas changer une équipe de gagne. Moi, j'ai l'habitude chaque année d'aller passer mes vacances dans cet endroit. Et chaque année, il va aller passer ses vacances dans cet endroit pendant 20 ans, pendant 30 ans. » On a d'autres personnes qui vont nous dire « moi, chaque année, je découvre un pays différent. Moi, chaque année, je prends des risques. Je veux bien voir ce qui se passe. » Ça, il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'on est tous différents, on a tous une culture différente. Donc, chacun fait ce qu'il arrange. Et il y a un quatrième type de comportement, c'est des gens influents. Influents, c'est des gens communicatifs, c'est des gens démonstratifs, c'est des gens qui sont enthousiastes, sociables, toniques. Ça, c'est juste pour vous dire que pour vous faciliter la tâche, on va juste dispatcher en 4 grandes spécialités. Voilà. Donc, si vous vous dites en tête que j'ai confort, dominant, stable, influent, je peux me comporter avec chaque personne en fonction de son type de personnalité. Je peux ou adopter son casque ou adopter la méthode DISC. Et donc, on va brièvement juste voir les profils. Ça, c'est pour chaque profil. Le dominant, il a un profil détaillé, si vous voulez en savoir plus. Mais si on s'attarde là-dessus, on ne va pas en finir. Le profil influent aussi, on a ces détails. Je peux communiquer la présentation à M. Salahuddin, aux organisateurs, et ils vont vous transmettre cette présentation avec tout le détail. Donc vous pourrez y avoir accès, moi ça ne me dérange pas du tout. On a le profil stable aussi, avec tout le détail. Quelles sont les forces, les faiblesses, quels sont les points négatifs, les points positifs pour chaque profil. Là, on a le profil conformiste, et on peut même aller plus loin que ça. On peut parler de la stratégie à adopter avec chaque type. C'est-à-dire, je suis là, j'ai détecté un profil dominant, un profil stable, un profil influent, un profil communicatif. Qu'est-ce qu'il faut adopter comme stratégie avec chaque type? Là, c'est la stratégie avec le dominant, comment on peut créer une confiance, la confiance, comment on peut rechercher les besoins, comment on peut présenter les solutions, et quelle est la meilleure manière de conclure avec un profil, par exemple, dominant. Quelle est la meilleure manière de convaincre et d'argumenter avec un profil influent? Quelle est la stratégie qu'on va adopter avec le profil stable? Et quelle est la stratégie qu'on va adopter avec le profil conformiste? En tout cas, moi si je vous parle de tous ces profils, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, sinon c'est des formations de 2-3 jours, mais je veux juste vous dire que les patients clients, quand ils rentrent chez vous,
ils ont besoin de vous. Vous êtes leur bouée de secours. Dites-vous qu'ils sont là, ils sont désespérés. Même s'ils vous parlent de manière énervée, même s'ils vous parlent d'un air hautain ou quoi que ce soit, mettez-vous à leur place. Dites-vous qu'ils sont dans une situation qui fait qu'ils sont énervés, ils ont peur peut-être. C'est des gens qui ont peur pour eux, pour leurs proches. Il y a des gens qui ont peur de la maladie, etc. Et donc, prenez en considération le fait qu'ils ont besoin de vous. Prenez en considération qu'il faut s'adapter au type de personnalité que vous avez devant vous. Prenez en considération le fait qu'il faut communiquer avec les gens. Et des fois, il y a des petits détails de rien du tout. Il y a le sourire, il y a la réception, il y a l'accueil. Il y a des petits détails en non-verbal qui peuvent vraiment vouloir dire énormément de choses. Après, par rapport au point de vente, il y a le travail que vous devriez faire sur vous, et c'est ce qu'on est en train de voir, un travail que vous devriez faire au niveau de l'équipe, mais il y a aussi un travail à faire au niveau du point de vente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler que sur nous, il y a aussi un travail qu'il faut faire sur le point de vente, sur la pharmacie, et ça on va le voir l'après-midi Inch'Allah à 16h30, c'est ça? Où on va parler de tout ce qui est merchandising et tout ce qui est PLV. Comment vous pourrez dynamiser votre point de vente pour donner envie aux gens de venir vous voir et pour donner surtout envie à votre équipe d'y travailler de manière sereine. Voilà pour moi, j'espère que je n'ai pas été trop rapide.